C'est bon. Voilà, parfait. Bonjour. Alors, juste, voilà, ils sont censés l'avoir fait déjà en amont, donc tu peux commencer, hein, Elsa, à corriger. Ça va. Je vais Merci. commencer alors. Alors, salut à tous. Donc, j'espère que vous avez fait le QCM avant d'écouter la correction, quoi. C'est plus logique. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Si vous avez des questions, vous me coupez. Et puis, on va faire la correction ensemble. Donc, question 1, les réponses étaient B, C. Donc, les baryons, l'électron n'est pas un baryon. Les baryons sont les protons et les neutrons. Donc B, les leptons et les quarks sont des filaments, c'est vrai. Si deux éléments sont isotopes, alors ils ont le même numéro atomique, c'est vrai. Le noyau du deutérium est constitué de 1 neutron et de 1 proton. Donc pas de 2 neutrons et 1 proton. Et un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons et pas de nucléons. Donc c'était les réponses B, C. Question 2. Réponse A, C, E. Donc, l'essentiel de la masse de l'atome est concentré au niveau de son noyau, c'est vrai. La masse d'un électron est sensiblement égale à celle d'un proton, c'est faux, c'est la masse d'un neutron qui est sensiblement égale à celle d'un proton. Les électrons, ils sont beaucoup plus faibles, enfin, ils ont une masse beaucoup plus faible. Le proton d'émission de l'atome d'hydrogène est composé de séries. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est composé de séries de raies, c'est vrai. Le nombre quantique magnétique est caractérisé par moins L, c'est inférieur ou égal, c'est pas strictement inférieur. Donc il faut faire attention à ça. J'ai fait un petit piège pourri là, mais c'est à chaque fois inférieur ou égal et pas strictement inférieur. Donc il était là le piège. Et le nombre quantique secondaire est un nombre entier, positif ou nul, c'est vrai. Donc alors, on passe à la question 3. La réponse était A. Les isomères de position sont des stéréoisomères. C'est vrai. Un atome qui perd un électron est un cation. Oui, donc les conformères sont les différentes formes que peut prendre une molécule par symbrotation. Attendez, j'ai loupé une question là, je dis n'importe quoi. Alors, question 3, on reprend, parce que là, j'ai dit n'importe quoi. Question 3, c'est la réponse A. Les éléments de la colonne 14 sont hémisaturés. Ils forment donc la plupart du temps des liaisons covalentes. C'est vrai. Un atome qui perd un électron est un cation et pas un anion. De manière générale, les halogènes forment des anions parce qu'ils vont gagner un électron, donc pour être plus stable. Les métaux peuvent former entre eux des liaisons ioniques. Les métaux, ils vont former entre eux des alliages métalliques. Les liaisons ioniques, c'est des liaisons chimiques. Et dans la classification périodique des éléments, l'électronégativité, elle croît de gauche à droite et pas elle décroît. Donc ça, c'était pour la question 3. Ensuite, tu as une question qui a été posée. Ah, pardon, j'ai pas vu. La 1, la C, c'est pas le nombre de masses. Ouais, j'ai posé cette question parce que pour moi, A, c'est le nombre de masses et pas le numéro atomique. Du coup, c'est le nombre de protons et de neutrons dans le noyau. Et pour moi, c'est ça qui caractérise la différence. Il y a quelle question juste? C'est la 1, c'est si deux... voilà. Les dimensions isotopes, alors ils ont le même numéro atomique? Pour moi, numéro atomique, ça veut dire que c'est élément chimique. C'est-à-dire c'est le nombre de protons ou d'électrons. C'est-à-dire c'est A. Après, je me trompe, hein, mais je... Enfin, pour moi, le numéro atomique... Bah, du coup, c'est Z, c'est pas A. Ouais. Oui, c'est Z. Bah attends. Peut-être que je me trompe. Hein. Le numéro atomique, c'est Z. Oui, le numéro atomique, c'est Z, donc s'ils sont isotopes, justement, c'est la définition, ça. Ok, bah sûrement, ouais, j'ai dû me tromper. Ouais, c'est Z, c'est pas A. Ok, tu feras attention? Ouais, ça marche, merci. De rien. Alors, on reprend. Donc, question 4, du coup, parce que j'avais fait n'importe quoi. Donc, question 4, les réponses, c'est BD. Les isomères de position sont des stéréoisomères, c'est faux. C'est les stéréoisomères sont les isomères spatiales, donc c'est-à-dire de figuration et de conformation.
Les positions ne sont pas des stéréoisomères. Ensuite, les conformères sont les différentes formes que peut prendre une molécule par simple rotation autour de liaisons simples. C'est vrai, liaisons simples. Les formes limites, décalées et éclipsées de Newman sont des stéréoisomères de conformation et pas de configuration. Il faut faire attention. Une molécule est dite chirale si elle n'a ni plan ni centre de symétrie et elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, c'est vrai, c'est la définition. Et deux énantiomères de la même molécule présentent la même activité optique, c'est pas du tout vrai, c'est faux, parce que deux énantiomères, ils ne présentent pas d'activité optique puisqu'ils sont dans un mélange racémique. Donc, il n'y a pas d'activité optique. Donc, voilà. Maintenant, on passe à la question 5. Les réponses étaient AE. Donc là, L est V, les orbites P sont au nombre de 3, sont elliptiques et présentent une symétrie de révolution. Le B, la densité de probabilité de présence des électrons est supérieure pour les orbales antiliantes, c'est faux. Il faut faire attention, il faut bien regarder toutes les feuilles du poly. Il y a bien la densité de probabilité de présence des électrons pour les orbitales liantes qui est supérieure à celle pour les antiliantes. Ensuite, dans le cas d'un complexe avec un ligand à champ fort pour un atome central de configuration D5, le spin total est de 5,5, c'est faux. C'est pour un ligand à champ faible. Et il faut retenir que champ faible, spin fort, et champ fort, spin faible. Donc là, champ fort, le spin doit être faible. Ensuite, petit d, dans le complexe NiCN4 de moins, Cn- est un ligand à champ fort et pas faible. C'est Cl- dans l'autre exemple qui est donné dans le poly, qui est un ligand à champ faible du coup. Et la E, elle est vraie. Le complexe, le spin total de l'atome de nickel est de 0, donc le complexe est diamagnétique, c'est vrai. Alors ensuite, question 6. Les réponses étaient A, B, C et E. Donc, il n'y avait que la D qui était fausse. Donc, la D, lorsque la variation d'enthalpie libre est négative, donc enthalpie libre, c'est delta G, inférieur à 0, on parle de transformation exergonique et pas exothermique. Exothermique, c'est pour l'enthalpie tout court. Delta H. Donc, vous me dites si vous avez des questions sur cette question. Sinon, je passe à la suite. Il faut bien retenir à la A que les conditions standards sont 298 K et 1 bar. La B, l'enthalpie standard de formation des corps simples est nulle. Ça tombe tout le temps en anal, donc il faut le retenir. La capacité calorifique massique est la chaleur qu'il faut fournir pour élever la température de 1 kg d'un corps d'1 degré, c'est vrai. Et l'enthalpie libre standard de formation des corps simples est nulle. Donc là, c'est l'enthalpie libre. Et c'est aussi vrai. Donc alors, question 7. Est-ce que tu peux redire juste pour la 6D? Lorsque la variation d'enthalpie libre, donc l'enthalpie libre, c'est delta G. Donc delta G, quand il est négatif, on ne parle pas d'exothermie, mais on parle d'exergonie. Alors qu'on parle d'exothermie et qu'on parle d'exothermie et d'endothermie quand c'est delta H, quand c'est l'enthalpie tout court. L'enthalpie libre, delta G. Merci. Alors, de rien. Question 7. Donc, sur les solutions, les réponses étaient B, D et E. Alors, l'eau et le benzène, ils ne forment pas une solution du tout. Ils ne se mélangent pas, donc ça ne forme pas de solution. La cristallisation fractionnée est utilisée pour séparer les constituants d'un mélange, c'est vrai. Les forces de Debye s'exercent entre molécules ne présentant pas de moment dipolaire permanent, c'est faux. Les forces de Debye, elles s'exercent entre une molécule qui a un moment dipolaire et une molécule qui n'en a pas. Donc, ça forme un dipôle induit. Un moment dipolaire induit. La fugacité d'un corps est proportionnelle à la pression partielle de ce corps, c'est vrai. Et la petite e, la concentration molale et le rapport entre la quantité de matière de soluté et la masse de solvant, c'est vrai.
Allez, on va passer à la question 8. Parmi les propositions suivantes concernant les réactions d'élimination, je ne sais pas si vous avez déjà une question comme ça, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de la poser. Alors, concernant les réactions d'élimination, les réponses étaient, donc c'est la 8, c'était AC. Réponse AC. Donc, lors d'une élimination 2, il se forme un état de transition, c'est vrai. Il y a écrit, donc c'est en une seule étape, mais dans cette seule étape, il y a un état de transition. Donc la B, lors d'une E1, la vitesse de réaction dépend de 2 concentrations, c'est faux. Elle dépend d'une seule réaction, d'une seule concentration. Donc faites attention à ça. E1, c'est facile à retenir, une seule concentration. Ensuite, la question B. Question C. Lors de la déshydratation intramoléculaire des alcools primaires, la réaction se fera selon un mécanisme de E2, c'est vrai. Ensuite, les E2 se déroulent en 2 étapes. Les E2, c'est en une seule étape. C'est comme on l'a vu en petit a, en fait. C'est un état de transition, donc une seule étape. Et petit e, lors d'une élimination, l'alcène formé sera l'alcène le moins substitué. C'est faux, c'est le plus substitué. C'est la règle de Zaitsev. Voilà. Alors, on passe à la dernière question avant la chimie orga. La chimie orga, je vous ai noté les réponses sur une feuille. Je vais essayer de vous les afficher. Donc, alors, question 9. Parmi les propositions suivantes, concernant les acides carboxyliques. Donc, alors, le point d'ébullition des acides carboxyliques. Donc, les réponses, c'était A, B, C, E. Donc, le point d'ébullition des acides carboxyliques est supérieur au point d'ébullition des alcools à nombre égal de carbone, c'est vrai. Les acides carboxyliques forment plus de liaisons hydrogènes que les alcools, c'est vrai. Les pKa de l'acide propanoïque est supérieur au pKa de l'acide méthanoïque. Donc ça, c'est vrai aussi. L'acide butanoïque présente le même pKa que l'acide 1-chlorobutanoïque, c'est faux. L'acide butanoïque il a un pKa beaucoup plus supérieur à celui de l'acide 1-chlorobutanoïque. Et les acides carboxyliques réagissent avec les alcools pour former un ester et de l'eau, c'est vrai. Donc alors, je vais mettre le partage en pause. Donc je vais essayer de vous afficher les chaînes de chimie orga. Comme ça, vous avez les réponses. Si jamais vous avez eu un bug dessus, alors. Hop, faire pivoter. Excusez-moi. Alors, tac. Vous avez eu des bonnes notes ou pas? Pas trop. Personne. Ça va, mais des Pas fois, la trop? question était un peu ambiguë. Ah bon? Pourtant, j'ai essayé de faire pas trop ambigu. Hein. Bon, je vais faire comme je peux.
Alors. Bon, je crois que ça va être dessus. Ah. Ça y est. 2 minutes et c'est bon. Alors, 12. Et la chimie organique, ça a été? Ça va. Hop. Je suis désolée, c'est juste pour que vous ayez les réponses en fait. Hop. Alors, 11, 12, 13, 14. Bon, allez, je vais me débrouiller comme ça. Alors, hop. Alors. Là, vous voyez quoi? Ah, voilà, vous voyez ça. Alors, nouveau partage. Nouveau partage, nouveau partage. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Ah. On va faire la 1, la 2, la 3 et je vous agrandis. Ça. Est-ce que vous voyez là les réponses? Oui, oui. Oui, on voit. Alors, donc la question 10. Parmi les propositions suivantes concernant les réactions, les réponses étaient A, B, C et D. Donc alors, hop. Donc la molécule 1 est un alcène Z, c'est vrai. Donc comme on peut le voir sur la réaction, je vous l'ai fait. C'est une addition électrophile. Ensuite, la molécule 2 est un acide propanoïque. Donc c'est vrai aussi. On peut le voir, là, c'est un acide carboxylique et on a fait une oxydation forte. Mais Là, pardon. Oui. propanoïque, c'est pas que 4 carbones. Là, il y a plus que 4 carbones. Non, à la réaction, regarde, la molécule 2, il y a 3 carbones. Oui. Et donc, c'est bon, il n'y a pas plus que... C'est 3 carbones Mais propanoïques. dans la molécule 1, il y a plus que 3 carbones. Oui, mais la molécule 1, c'est un alcène Z, c'est pas l'acide propanoïque. Là, je te parlais vraiment de la molécule 2, en fait. Je te demandais de comment elle s'appelait. Mais ils sont pas censés avoir le même nombre de carbone. Qui? Ben, les deux, ils ont le même nombre de carbone. Je n'ai pas compris, là. Moi non plus, j'ai pas compris. La Non, molécule... la molécule 1 et la molécule 2, ils n'ont pas le même nombre de carbone. Il y en a deux, Ben, en fait. C'est pour ça que tu comprends pas. on a fait une oxydation forte et la molécule 2, en fait, elle est en 2 fois. Donc, tu vas avoir 2 fois l'acide propanoïque, en fait. Tu le coupes au milieu. Ah, ok. Ok, merci. Ensuite, la réaction conduite à la formation de 2 est une coupure oxydante, c'est vrai. Donc, c'est une oxydation forte. Et D, la molécule 3 est le propanoate de méthyle. Donc, c'est vrai, c'est un ester.
Il faut faire attention, elle n'est pas totale, puisqu'elle est lente et limitée. Donc, elle ne peut pas être totale. Elle dépend du rendement et de la nature. Le rendement dépend de la nature, en fait, de l'alcool. Donc, elle n'est pas totale, il faut faire gaffe. C'est lent et limité. Donc, ensuite, je vais vous mettre la question. Réponse 11. Hop. Question 11, les réponses étaient B, C et D. La molécule 1 est un acide carboxylique, c'est faux. Donc là, vous voyez les réponses, vous voyez peut-être quelle est la molécule. C'est un alcool primaire. On a fait une réduction avec Al, LiH4 et H2O. Donc c'est une réduction alcool primaire. Ce n'est pas un acide carboxylique. Donc la B, du coup, elle était vraie. La réaction qui conduit à 1 est une réduction, c'est vrai aussi. La réaction qui conduit à 2 est une SN2, c'est vrai. C'est une SN2, donc c'est une substitution nucléophile. On obtient un dérivé halogéné et lors de la réaction qui conduit à 2, il se forme un carbocation. Alors ça, c'est faux parce que le carbocation, c'est quand on a une SN1. Et là, on a une SN2. Donc, ça se fait en une seule étape, car c'est une SN2 parce qu'on passe d'un alcool primaire à un dérivé halogéné, donc c'est une SN2. Donc, on n'a pas de carbocation, mais on a un état transitoire, un état de transition. Voilà. Pas de carbocation. Alors ensuite, question 12, c'est lui. Je vous le mets. Hop. Parmi les propositions suivantes concernant les réactions suivantes. Donc, les réponses étaient A, E. Donc, la molécule 1, là, donc, on va le lire. La réaction qui conduit à la formation de 1 est une addition électrophile. C'est vrai. La molécule 1 est un alpha-diol. C'est faux. C'est une cétone. Donc, comme on peut le voir là, on a bien une cétone. C'est une addition électrophile. La réaction qui conduit à la formation de 2 est une substitution nucléophile, c'est faux. C'est une addition nucléophile et pas une substitution. Et là, il faut faire gaffe, mince, je me suis trompée. Mince. La E, vous ne la comptez pas. Je voulais écrire imine. Et moi, du coup, je l'ai compté vrai. Donc, ceux qui ont mis que la A, vous comptez pour 1 point, ok? Du coup, la D, elle est fausse, c'est pas amide. Et la E, de base, elle était vraie, puisque je voulais écrire imine et pas amine. Et donc, du coup, c'est vrai, c'est une imine. C'est bien une imine. Alors, question 13, banco. Question 13, banco. Alors, je vais vous mettre la réaction. Ça supprime. La réaction. Elle est là. Donc alors, la molécule 1 et le propane 1-ol, c'est vrai, c'est un alcool primaire. Propane, 3 carbone plus l'alcool, donc alcool primaire, propane 1-ol. La molécule 1 est susceptible de former des liaisons hydrogènes, c'est vrai, les alcools, ils sont susceptibles de former des liaisons hydrogènes. La molécule 2 est nucléophile, c'est vrai. Donc la molécule 2, on a bien un alcaloate de sodium. On a bien au moins un Na+, c'est nucléophile. La molécule 3 est un hétéroxyde, donc c'est vrai. On l'a obtenu par substitution nucléophile grâce au CH3Br. On a fait une substitution nucléophile. Et la réaction qui conduit à la formation de 3 est une substitution nucléophile, du coup c'est vrai. On a substitué le CH3 du Br. Donc ensuite, question 14. Les réponses étaient CD. Donc, la réaction qui conduit à la formation de 1 est une oxydation. C'est faux, c'est une réduction. On a réduit avec H2 et PD désactivé, c'est une réduction. La molécule 1 est un alcool. C'est faux, c'est un aldéhyde, comme on peut le voir
Ben, sur la formule, là, c'est bien un aldéhyde, c'est pas un alcool. La molécule 1 est un aldéhyde, du coup, c'est vrai. La réaction qui conduit à la formation de 1 est la réaction de Rosenmund, c'est vrai. Et la molécule 2 est un hydrazone, c'est faux, c'est un thioacétal qu'on a obtenu par addition nucléophile grâce au CH3SH. On a mis les SH des deux, hop, on a mis les SH. Comme il y en a deux, on a pu en mettre deux et on a fait une addition nucléophile. C'est un thioacétal et pas un hydrazone. Et question 15, c'était Banco aussi. Donc, je vais vous mettre la réponse. Alors, la réaction qui conduit à la formation de 1 est une ozonolyse réductrice, c'est vrai. Quand on a O3ZNH2O, c'est une ozonolyse réductrice. On obtient un aldéhyde, donc c'était la question 2, petit b. La molécule 1 est un aldéhyde, c'est vrai. La réaction qui conduit à 2 est une aldolysation, c'est vrai. Ça nous obtient une molécule assez complexe. Hein. La molécule 3 est un aldéhyde alpha-bêta-éthylénique, c'est vrai. Et la molécule 3 est stabilisée par résonance, c'est du court et c'est vrai aussi. Voilà, je crois qu'on a fini le QCM là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ce n'était pas trop la cata, quoi. Et puis, vous avez mon numéro. Si vous voulez m'envoyer un message, que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vous ai fait le QCM, donc je suis là pour ça. Et puis, travaillez bien, bon courage. Il faut avoir le moral et puis tout ira bien. Voilà, vous n'avez pas de questions. De rien. Merci. De rien. Bon courage.